Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débat des étudiants qui va clore ce troisième jour de congrès Time World. Nous avons parlé au long des derniers jours de questions de transition énergétique, de questions d'hydrogène, de questions de batterie, de questions d'action politique, d'innovation technologique. Et un des termes qui est revenu régulièrement au cours des conférences, au cours des questions, est la question de l'acceptabilité sociale de la transition énergétique. Il est généralement admis que une réforme dans ces domaines-là a nécessairement un coût social, politique, économique. Et la question est de savoir qui doit porter ce coût, comment le faire accepter également, comment le répartir. D'où la question qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir sobriété énergétique imposée ou non. Ce qui est évidemment dans nos sociétés démocratiques une question majeure, puisque nos sociétés fonctionnent sur la confiance, sur un projet partagé en commun et qui suppose une forme au moins de consensus sur les actions à prendre et sur la marche qu'il faudrait adopter dans les prochaines années. Puisque d'autres conférences ont également montré, je pense encore à une dernière conférence de ce matin, qu'il existait un certain nombre de clivages, ou bien sur des questions de savoir si justice sociale et transition énergétique devaient nécessairement marcher ensemble, des questions de savoir quelle importance accorder à l'innovation technologique. Est-ce qu'il s'agit d'une piste sur laquelle il faut miser ou au contraire, est-ce qu'on retrouve chez certaines personnes un certain scepticisme à cet endroit-là? Donc voilà, toutes ces questions-là qui aujourd'hui créent des clivages et sur lesquels il convient de débattre, d'où le thème de notre débat aujourd'hui. Nous accueillons 3 étudiants de l'UQTR et une étudiante de l'INRS. Il y a eu un changement, une petite erreur dans les présentations. D'abord Maria Albornoz, qui est ingénieure de formation, Joliane Danfouz, qui travaille en sciences de l'éducation, Charles Faure, qui réalise son doctorat et qui est spécialiste en génie des matériaux, et enfin Violaine Gascuel, qui s'intéresse dans ses recherches en particulier à la géothermie et aux questions environnementales. Je vais d'abord laisser les 4 panélistes se présenter eux-mêmes brièvement et indiquer, pour lancer la discussion, quel est l'aspect qui pour eux leur semble le plus important dans cette question de la sobriété énergétique. Maria, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis ingénieure spécialisée en pâte et papier, impression et emballage. J'ai étudié au Chili et en France. Je viens du Chili. Par la suite, après être arrivée au Québec, j'ai fait un diplôme en efficacité énergétique. Et en ce moment, je suis candidate à la maîtrise à l'UQTR avec Simon Barnabé comme directeur pour le secteur des emballages thermoformés alimentaires, dont l'objectif est de faciliter la réglementation tout le long du cycle de vie de ces emballages-là. Aussi, je suis une personne citoyenne impliquée dans ma communauté. Je suis membre du CA de la Maison des femmes des Bois-Francs. J'habite à Victoriaville, au centre du Québec. Je suis membre de Mères au front. Je suis membre de Femmes en environnement. Et finalement, je suis membre de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, un organisme de solidarité internationale. Par rapport à la sobriété énergétique, j'ai en fait un point de vue un peu triple, si on peut dire comme ça, parce que j'ai habité au Chili pendant mon enfance, ma jeunesse. J'ai habité 3 ans en France pour mes études et maintenant, cette année, 20 ans au Canada. Donc, j'ai pu comparer et voir comment on consomme l'énergie dans 3 sociétés différentes. Et quand on est immigrant, ben, sans le vouloir, on compare. On compare tout. « Oh, chez moi, c'était comme ça. Ici, on ne fait pas comme ça. » Et il y a plein de choses qui m'ont comme choquée ou attiré l'attention quand je suis arrivée, notamment la consommation de l'eau, la consommation de l'énergie, entre autres. De par mon expérience ici au Québec, j'ai travaillé dans l'industrie chimique, d'abord dans l'industrie graphique, les livres, les emballages, les produits chimiques pour le bois. Je me suis approchée tranquillement de la toxicologie et de l'environnement, d'où mon intérêt pour l'environnement en même temps, mais au sens large. Le diplôme en efficacité énergétique que j'ai fait toucher les changements climatiques, la performance énergétique, donc autant de sujets qui traitent sur l'énergie. Mais aussi, je veux dire qu'en faisant ma maîtrise sur les emballages,
Je pense que les emballages sont très importants au niveau de notre façon de consommer et de qu'est-ce qu'on fait avec les emballages une fois qu'on ne les a plus, qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc, je porte ma pensée beaucoup sur les emballages et aussi, je me suis spécialisée dans les dernières années, depuis 2018, dans la réglementation. Donc, si on revient à la base, un ingénieur qui œuvre de façon éthique, il doit protéger le public de toute action qu'il peut faire pour la société. Et ces emballages, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens soient protégés au niveau de la santé, mais maintenant aussi, on veut protéger l'environnement pour que cet emballage-là, en fin de vie, ne soit pas dommageable. Et donc, il faut se poser ces questions-là côté réglementaire. Merci beaucoup. Charles? Bonjour à tous, moi c'est Charles Faure, je suis étudiant au génie des matériaux lignocellulosiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous devez entendre à mon accent que je suis aussi étranger, ça fait à peu près 5 bonnes années que je suis ici. À force de dire 5 ans, je pense que ça doit faire un peu plus maintenant. Et puis je travaille sur un doctorat qui est avec l'industriel Kruger, que tout le monde doit connaître à Trois-Rivières. Quand on pense Kruger, on pense aux panaches de vapeur d'eau qui sortent des 2 usines, de Trois-Rivières et de la Weyagamac, qui est pourtant aussi à Trois-Rivières. Et le but de ce projet de thèse, c'est de développer un emballage à propriété antibactérienne qui est basé sur l'incorporation de virus, de bactéries. Ce sont des bactériophages. Vous allez me dire pourquoi les virus dans un emballage? On a déjà des conservateurs. Je veux dire, oui, effectivement, les conservateurs qu'on mange tous les jours dans nos... qui sont ajoutés par l'industrie agroalimentaire dans les aliments, en fait, ils sont un peu débattus en ce moment. On pense aux nitrites, nitrates, on pense justement à d'autres, le DTA, on pense à la nisine, et tout ça, ça commence à avoir certains, on va dire, de la littérature qui commence à grossir là-dessus. On se rend compte que c'est pas si sain que ça. Ça dépend toujours de la quantité, de la dose journalière admissible, la DGA, mais voilà, il faut qu'on développe de nouvelles stratégies pour ça. Et Kruger et l'UQTR, justement, ont une voie de développement prometteuse, car ça serait une technologie qui va coévoluer en même temps que les bactéries qui font leur résistance. Donc c'est une question de développer une technologie qui est aussi assez, on va dire, low-tech, low-cost, parce que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, la meilleure technologie que vous développez en laboratoire. Si ça devient très cher et que vous êtes les seuls à la posséder, en fait, vous n'allez jamais lui faire un transfert en fait, dans la population, dans les milieux industriels qui sont concernés par ça. Et en cours, votre technologie va être un article scientifique par-ci, par-là, et ça va s'arrêter là. C'est que si vous développez des technologies qui ont où le social, où les gens se sentent vraiment concernés par ça, vous allez avoir une meilleure en fait, percée de ce que vous comptez apporter à la population, aux entreprises. Après, les gens vont la reprendre et après la faire évoluer avec le temps. Et c'est ça qui est intéressant. Pour ce qui est le choix énergétique, est-ce qu'on imposait ou non, je pense vis-à-vis de l'urgence qu'on a, à force de dire que c'est urgent, est-ce que c'est vraiment urgent? Oui, c'est vraiment urgent. Il va falloir qu'on impose effectivement au niveau législatif, mais en prenant compte aussi du climat social, l'augmentation des inégalités entre les plus aisés et les moins aisés, et pas que dans nos pays du Nord économiques qui sont, on va dire, si bénis par l'histoire passée et l'avenir, mais aussi en prenant compte aussi de ce qui se passe dans le pays du Sud économique, qui sont grâce à eux, et ben en fait on en est là, et ça c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Merci. Merci beaucoup. Joliane? Oui, bonjour. Donc, mon nom est Joliane Danfus. Je suis étudiante au doctorat en éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis je travaille plus particulièrement en didactique des sciences et de la technologie. Donc, vraiment pour l'enseignement des sciences et de la technologie au primaire et au secondaire. Je travaille aussi actuellement comme agente de recherche pour la chaire d'excellence en enseignement UQTR sur les questions technoscientifiques d'actualité. Puis on ne se le cachera pas, la sobriété énergétique, c'est une question d'actualité qui touche autant les sciences que la technologie. Puis sinon, je suis aussi chargée de cours actuellement. Dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse surtout aux conceptions des enseignants de la technologie. Donc, comment ils voient la technologie, puis comment ça se répercute aussi dans leur pratique.
Sinon, dans le cadre de mon travail à la chaire d'excellence en enseignement, bien c'est sûr qu'on travaille beaucoup ces temps-ci sur l'appropriation des questions technoscientifiques d'actualité, mais aussi comment le faire avec les jeunes. Donc, on passe beaucoup ces temps-ci par la littérature jeunesse. Donc, pour ce qui est de la question de Théophile, pour moi, la sobriété énergétique, un des points clés, c'est vraiment l'éducation. Je pense que vous deviez déjà vous en douter. Donc, tout passe par l'éducation, par la sensibilisation. Puis, les élèves du primaire, du secondaire ont vraiment beaucoup de capacités, sont capables de comprendre des sujets très, très complexes. Puis, je pourrais vous donner des exemples de ça tout à l'heure. Alors, je ne vois pas pourquoi un citoyen ou une citoyenne plus âgée ne serait pas en mesure, il ou elle aussi, de prendre conscience de ces enjeux-là. Il faut juste leur donner la possibilité de le faire. Merci beaucoup. Violaine? Alors bonjour, donc comme deux de nos participants, je suis moi aussi une étrangère, donc ici au Québec depuis environ 5 ans. Donc à l'origine, je viens de France, où j'ai fait donc un diplôme d'ingénieur, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, à l'ENSEGID, donc l'École nationale supérieure des géoressources, des ressources en eau et de l'ingénierie du développement durable. Donc, effectivement, déjà axé sur le développement durable, mais plus en général sur les sciences de la Terre. Et donc, je suis arrivée ici, en fait, pour faire mon stage de fin d'études, qui était déjà sur la géothermie, sur le potentiel géothermique de l'île d'Anticosti. Et j'ai continué par un doctorat sur le potentiel géothermique de Bécancour, donc cette fois-ci plus vraiment pour chauffer des bâtiments, donc en associant donc l'exploitation de ressources que la plupart des gens considéraient relativement profondes. Mon doctorat dit ressources de profondeur intermédiaire, mais c'est quand même entre 1 et 3 km. Et puis associé à des pompes à chaleur. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait pas en ce moment au Québec, mais que j'étudie parce que c'est une des possibilités pour l'avenir. Et donc au niveau de la sobriété énergétique, moi effectivement, en travaillant sur la géothermie, je travaille plutôt sur une solution technologique qui, dans les faits, serait plutôt exploiter une nouvelle forme d'énergie ou comme faire de l'efficacité énergétique. Selon la façon dont on le regarde, c'est un peu les deux. Mais par contre, je trouve que on est rendu à un point où il y a une urgence climatique et on aura beau déployer toutes les solutions technologiques. En fait, tous les modèles climatiques, du GIEC, etc., montrent qu'on aura besoin de sobriété si on veut atteindre nos objectifs de réduction des émissions. Donc, pour moi, il faut combiner les deux. Ce n'est pas choisir entre l'un ou l'autre. Merci beaucoup pour ces 4 présentations. Je vais maintenant commencer avec une question pour Maria. Vous avez évoqué la question des réglementations. Et lorsqu'on pense effectivement au fait d'imposer quelque chose, et plus spécifiquement d'imposer la sobriété énergétique, la première chose vers laquelle on va se tourner, c'est les moyens législatifs dont nous disposons. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents types d'approches qui peuvent exister dans le domaine, que ce soit peut-être pour les actions citoyennes, des particuliers, ou plus pour les entreprises, parce que c'est un sujet que vous avez évoqué? Oui, on peut le regarder, par exemple, au niveau du pays, du Canada. On se doit de diminuer les GES, les émissions de gaz à effet de serre. On a une ambition de les réduire d'ici 2030. On a aussi une ambition de décarboner d'ici 2050. Ça, c'est en tant que pays. Aussi, le Canada, en participant au COP, la dernière COP28, il y a des traités entre plusieurs pays qui se signent. Donc, au niveau international aussi, il faut prendre une posture puis donner des tracés de lignes pour des actions à prendre. Maintenant, si on revient plus au niveau à l'intérieur du Québec, à l'intérieur de notre province, on peut regarder c'est qui les personnes, c'est qui les industries qui dépensent le plus d'énergie. Si on regarde Statistique Canada, on apprend que 52%, c'est les industries. Donc, il faut quand même les inviter à réduire leur consommation d'énergie. Ensuite, c'est le transport. Ensuite, c'est le domaine résidentiel. Donc, à divers niveaux, il faut impliquer les gens pour réduire cette consommation.
Si je me dirige vers l'industrie papetière et des emballages, justement, avec la pandémie, on a tous observé qu'en étant enfermés chez nous, un des gros moyens d'acheter quelque chose, c'était de le faire en ligne. Et ça a fait qu'il y a eu beaucoup d'emballages qui se sont promenés d'un endroit à l'autre pour se faire livrer ce qu'on a acheté. Et donc, on réalise en fait que les emballages ne diminuent pas, mais augmentent. Et il faut s'en occuper. En début de 2025, il va commencer une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation élargie aux producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que celui qui emballe son produit va être responsable de qu'est-ce qui devient avec cet emballage en fin de vie. Alors, il faut se préparer à savoir comment on va le trier, dans quelle poubelle qu'on va le mettre et qu'est-ce qu'on va faire avec lui à la fin. Il y a différentes voies. Le développement durable nous dit les 3 RV, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos emballages. On peut les réutiliser, on peut les recycler, on peut j'oublie mon dernier R, c'est quoi? Recycler, réutiliser, réduire. On peut réduire notre consommation d'emballage et le V qui est à la fin, c'est pour valoriser. Donc, prendre ces emballages-là et les transformer dans quelque chose d'autre. Je pense que les industries sont en train de changer. J'en ai quelques exemples en tête, comme Cascade, qui n'est pas loin d'ici. Une industrie ne veut plus nécessairement maintenant un profit monétaire parce que les consommateurs veulent que les produits qu'ils achètent soient plus responsables et ça passe par le premier regard qui est posé sur l'emballage, souvent. Donc, ces entreprises-là, dans leurs valeurs, ils commencent à rentrer tranquillement le développement durable, des rapports de développement durable, la conscience sociale et la conscience éco-responsable. Donc, faire attention à notre environnement. Là-dessus, je pense qu'il reste encore des choses à faire au niveau environnemental, mais c'est aussi en mettant des réglementations et des normes qu'on peut mettre ça égal partout. Parce qu'on a 1 ou 2 qui veulent peut-être le faire, mais tout le reste, s'il n'y a pas une réglementation qui les pousse, ben, ils ne s'y mettront pas nécessairement. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, vous avez évoqué l'industrie et les transports comme 2 domaines qui utilisaient beaucoup d'énergie. Je me permets de citer une conférence qui a eu lieu ce matin de Michel Pigeon, qui est sociologue, chercheur rattaché à l'Université de Laval au Québec et qui évoquait les entretiens qu'il a faits avec tout un ensemble de jeunes sur la façon dont ils se représentaient la société du futur et évoquaient certains écarts parfois entre les valeurs qui étaient affichées et les actions effectives. Je vous donne un exemple qui permettra de rentrer aussi dans le vif de ce débat. Il évoquait le fait que la majeure partie des jeunes considéraient le voyage à l'étranger, la découverte d'autres cultures et le fait de prendre l'avion comme quelque chose d'évident pour eux dans un avenir à court, moyen, même long terme. Est-ce que vous pensez il faudrait dans ce domaine-là légiférer? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait restreindre cette liberté et cette volonté qu'il y a de découverte et de voyage? Et je me permets de poser cette question à Charles. Vous venez de Paris? Vous êtes venu comment? En avion. Bon, voilà. Pourquoi vous êtes venu en avion? Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Voilà, déjà c'est un bon principe, c'est bien de mettre des lois pour empêcher les gens de prendre ça ou arrêter ci, mais si vous n'avez pas d'alternative à côté, c'est sûr que ça va faire jaser. Pendant la pandémie, je me souviens, il fallait qu'on fasse de la quarantaine, donc c'était 12 jours pour une quarantaine étrange. Mais l'idée c'était, parfait, je quitte Paris et je peux faire ma quarantaine dans le moyen de transport, ça serait parfait. Vous montez dans un bateau, vous faites 12 jours et 10 jours de bateau, allez, ça va plus rapide que ça maintenant, et vous arrivez ici et vous avez réduit votre bilan carbone, vous avez travaillé sur le pont d'un bateau, ça fait un peu hauteur avec une écharpe au vent, donc voilà, vous travaillez avec le Wi-Fi, on a Internet partout. Dans les avions, on a Internet, pourquoi pas dans un bateau? On pourrait avoir une cabine ou quelque chose qui peut en fait vous permettre juste de dormir. On ne parle pas d'un gros bateau à touristes qui détruit la mer Méditerranée ou justement le golfe du Mexique, mais quelque chose de plus simple. C'est étrange que les hommes, à chaque fois qu'on développe quelque chose, on veut toujours faire plus gros, plus évolué, plus avancé, plus polluant surtout. Donc oui, l'avion, c'est le seul moyen qu'on a actuellement, mais on ne peut pas interdire aux gens de voyager. Parce que voyager, c'est aussi rencontrer des cultures étrangères, c'est aussi aller chercher du travail dans d'autres pays, c'est aussi s'ouvrir, en fait, tout simplement, pour peut-être aussi mieux changer les choses quand vous revenez chez vous.
Il y a quelques années, j'étais en Égypte et c'est assez dingue quand les enfants vous regardent et que vous buvez de l'eau comme ça et qu'il y en a qui ont, je parle dans le désert, on n'est pas au Caire là, et que les gens vous regardent, ok, bon bah t'as de la chance, t'en as un peu à volonté, t'es un touriste. Oui, c'est vrai. Mais quand vous revenez chez vous et que vous faites tourner votre robinet d'eau, quand on est au Québec et que ça coule comme ça indéfiniment, vous dites ah c'est pas mal quand même comme luxe. Donc il y a une question de légiférer pour tout ce qui est les gaspillages. Il y a une question aussi de légiférer pour on va dire forcer, pas renforcer, j'aime pas ce terme-là, mais proposer aux entreprises de développer des solutions alternatives. Parce que les solutions, il y en a. C'est toujours une question de coût. Si on prend ça, on rapporte ça à des emballages, c'est un peu plus mon domaine. Je vous dis qu'on peut remplacer le plastique, parce qu'on a des technologies qui existent déjà, on a des matériaux, mais ça va vous coûter plus cher. Donc votre paquet de jambon que vous allez acheter va vous coûter plus cher. Parce que c'est le même jambon, hein, mais ça va juste coûter plus cher. Est-ce que vous allez l'acheter ? Non, vous allez peut-être vous tourner, ah non, c'est pas le bon mois, j'ai changé les pneus, c'est bientôt l'été. Bon, on les connaît, hein, il y a toujours des bonnes excuses, mais vous allez acheter en fait une autre marque qui propose toujours un emballage qui n'est pas forcément très bon pour l'environnement. Mais après, je comprends, hein, il y a un moment, il faut manger, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut se chauffer, donc il y a quand même beaucoup de choses à tenir compte et c'est pas si simple que ça de répondre à ces questions-là. Est-ce que s'il y a des réactions des panélistes, je les invite à... Oui. En fait, là, je veux justement réagir avec la conférence de M. Pigeon de ce matin. C'est vrai que pour certains comportements des jeunes, il mentionnait que parfois, ce n'était pas tout à fait aligné avec leurs valeurs, mais pour la majeure partie des comportements, il mentionnait clairement que c'était directement lié à leurs valeurs et que leurs valeurs étaient liées à l'éducation qu'ils avaient reçue. Donc, ceci étant dit, je pense que la sobriété énergétique à court, mais surtout à long terme, passe beaucoup par l'éducation, puisque justement, la majeure partie de leur comportement était liée à ça. Puis, je suis apporté aussi le fait que ce matin, il mentionnait que la majeure partie des jeunes ont mentionné en entrevue que pour eux, l'éducation et la conscientisation, c'était des choses qui étaient très, très importantes. Justement, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une Française qui vit au Québec, déjà ça part mal. Mais c'est vrai qu'en plus, mes parents voyageaient beaucoup. Puis quand j'étais plus jeune, ça me semblait un petit peu normal, on va dire, de prendre l'avion puis de voyager. Mais je dirais ce qui m'a fait vraiment comme changer de point de vue sur la question, c'est quand j'ai fait mon bilan carbone sur un site internet, ça devait être en 2018 ou 2019. Et puis j'ai vu que sur toute l'année, c'était mon aller-retour en avion qui impactait comme limite plus que tout le reste de l'année. Donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment impactant. Donc depuis, j'essaye de réduire un peu, peut-être aller voir ma famille aux 2 ans, même si je pourrais me permettre d'y aller tous les ans, essayer d'éviter de faire d'autres voyages en avion, de combiner avec des conférences scientifiques en Europe, si je veux voir ma famille, comme quitte à rester quelques semaines chez mes parents. Comme je suis au doctorat, je peux me le permettre. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile, mais je pense qu'il y a aussi une question d'éducation. On disait, le fait d'en prendre conscience, déjà, ça peut aider les gens à faire d'autres choix, puis à essayer de réduire. Ici, en faisant notre rapport d'impôt chaque année, on devait faire aussi notre bilan carbone. Peut-être que, comme tu le mentionnes, Violaine, ça permettrait aux gens de prendre conscience justement de tout l'impact qu'ont leurs activités quotidiennes, en fait. Merci pour ces réponses. Je vais même mettre les pieds encore dans le plat, parce que je pense que c'est mon rôle dans ce panel. Mais vous avez beaucoup parlé justement de ces questions d'éducation, mais est-ce que vous avez aussi parlé de la question de l'urgence climatique qui était la nôtre? Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui peuvent attendre une génération? Déjà, est-ce qu'il y a cette possibilité d'inculquer d'une génération sur l'autre un changement, par exemple sur le rapport culturel au voyage? Parce qu'un voyage en bateau d'1 mois, c'est effectivement quelque chose, c'est une expérience qui a certainement rien à voir avec un aller-retour beaucoup plus rapide, mais ça suppose un changement radical dans le rapport que nous avons au voyage, aux vacances, même au temps que nous utilisons. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui peuvent se faire, ne serait-ce qu'en une génération? Est-ce que vous pensez que... nous avons une génération là qui est actuellement de personnes majeures, qui prend ses décisions aussi, et qui n'est pas forcément prête, cette génération, à adopter ce type de mesures, ce qui nous amène aussi à ce problème-là, de l'imposition ou non. Je ne sais pas qui... Je vais dire un truc qui va embêter beaucoup de gens pour l'avion et autres. Moi, j'adore l'avion. Ça a l'air bête, hein, mais c'est pas que je peux pas m'en passer. C'est vrai que je peux pas m'en passer parce que je suis toujours dans l'avion pour me déplacer à droite, à gauche. Et je trouve que il y a
Il n'y a pas d'alternative et ça vous permet en même temps, cet avion, de gagner énormément de temps pour faire d'autres choses. Quand vous êtes invité en conférence, vous ne lui dites pas « alors non, je ne peux pas à celle-ci parce que je dois prendre le bateau pour aller à tel endroit ». Et des fois, mieux vaut une bonne poignée de main qu'un échange Zoom, parce que je pense que le numérique, on a été quand même pas mal dégoûté pendant les années de confinement. C'était pas super. Alors, voir des gens en vrai, ça permet de tisser des liens qui sont différents. Voyager en tant que touriste ou autre, ça permet aussi quand même d'apporter une certaine... on va dire manne financière non négligeable pour certains pays. Et ça, c'est pas rien. Ça fait aussi rêver les gens, en fait. Ça conscientise les gens aussi. Donc, oui, ça passe par l'éducation. Oui, on peut voter, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas le choix exactement actuellement. Si on avait plus de choix, peut-être que les gens, en fait, les gens sont pas bêtes. Donc, vous leur laissez des choix justes en fonction d'une urgence ou pas, forcément, il ne va pas continuer à accélérer pour foncer dans le mur et peut-être dire, bon, ok, je vais peut-être ralentir un peu parce que je peux peut-être changer de stratégie. Mais il y a vraiment une question d'offres disponibles et il y a aussi la question, oui, l'urgence, c'est vrai, mais si vous n'avez pas d'offre, l'urgence, au final, ça paraît tellement comme d'habitude, tellement... On entend ça tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de lassitude? Si vous proposez les différentes offres, cette lassitude, elle va peut-être pouvoir changer en action. Donc il y a déjà ça pour les emballages, ça pour des produits. Maintenant, on peut déjà un peu choisir tout ce qu'on veut. On peut vous acheter un pull, on peut savoir d'où est-ce qu'il vient, quelle entreprise il a été fait, où est-ce que le coton a été produit, est-ce que c'est recyclé. Il y a beaucoup, on peut tout tracer maintenant. Donc, comme vous dites, les consommateurs font des choix, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi leur portefeuille qui va faire un choix. Et ça, c'est facile quand on est là, tous en études supérieures, on est quand même relativement avantagé par la vie en général, on a quand même beaucoup de chance. Il y en a où c'est non, ils n'ont pas le choix. C'est ça aussi. On dit oui, c'est plus facile de faire un aller-retour Paris-Montréal en un trajet. Vous pouvez très bien faire des arrêts et ça va coûter moins cher. C'est ça aussi. Mais vous allez prendre plus d'avions, vous allez faire aussi plus de GES, vous allez donc contribuer à votre bilan. Et si vous me dites on va faire payer les gens qui polluent plus, vous allez faire payer plus quelqu'un qui a déjà pas assez d'argent? Ouais, il y a quand même un petit équilibre à trouver là. Non, c'est sûr que il faut quand même, je crois, considérer un petit peu cette justice-là, de se dire que quelqu'un qui est moins bien nanti ne peut pas nécessairement faire les mêmes gestes que quelqu'un qui a plus les moyens. Je fais juste penser à, par exemple, mon père qui va être bientôt à la retraite, qui a bâti sa maison quand il avait 20 ans, par exemple. C'est sûr que sa maison n'est pas parfaite au niveau énergétique. Peut-être que ses fenêtres ont 20 ans déjà, etc. Est-ce qu'on peut lui demander, une fois qu'il va être à la retraite, de faire les changements dans sa maison de A à Z pour être capable d'être plus efficace au niveau énergétique? Bien, probablement qu'il ne sera pas en mesure de les faire. Est-ce qu'il va être capable, par contre, de faire des gestes au quotidien pour pas nécessairement avoir une moins grande consommation, par exemple, d'électricité globale que quelqu'un d'autre qui a les moyens de faire les changements de fenêtre, mais de réduire sa propre consommation à lui, probablement. Donc, je pense qu'il ne faut pas nécessairement aller non plus comparer les consommations peut-être de tout le monde ou les choix que les gens font, mais si tout le monde réussit à réduire par rapport à ce qu'il fait actuellement, bien, je crois qu'on va déjà être quand même sur une bonne piste là, en ce qui concerne la sobriété énergétique. J'avoue que moi là-dessus, je serais, comment dire, surtout au niveau du chauffage, c'est un peu mon domaine et je pense que vraiment il y aura un avantage à rénover les bâtiments parce qu'au long terme, ça coûte quand même moins cher parce que tu consommes moins d'énergie. Mais par contre, il faudrait effectivement un accompagnement peut-être de l'État pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de les faire par eux-mêmes de faire ces rénovations et d'améliorer leur bilan. Et éventuellement, ça pourrait même être fait sous forme de prêt, vu qu'ensuite, ils vont consommer moins d'énergie et donc avoir des factures énergétiques plus faibles. Mais voilà, ça prend des mécanismes d'accompagnement parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a dans son compte en banque de quoi payer sa rénovation énergétique. J'ai pas un contre-argument, mais quelque chose, tu as dit prêt. Donc en fait, vous demandez à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de faire une rénovation complète de son building, de faire un prêt, parce qu'il n'a pas le choix pour rénover son building. Est-ce que des prêts, il n'a pas d'autres prêts en tête plus simples déjà de finir de payer sa maison?
ou de faire un prêt pour envoyer ses enfants à l'école, pour qu'en fait que ces enfants aient d'autres perspectives, d'autres débouchés en fait que ce qu'ils pourraient avoir actuellement. Ça, c'est forcer les gens à dire bon, maintenant tu fais un prêt. Ouais, je pense qu'il a d'autres idées en tête. C'est sûr, s'il fait un prêt pour acheter une télé, et là on se dit non, commande. La solution que je privilégie, c'est peut-être plutôt l'aide de l'État, mais le prêt, ça peut être intéressant dans le cadre de rénovation énergétique, à partir du moment où la réduction de la consommation énergétique peut être quantifiée à l'avance, et que ce que tu as remboursé, c'est comme moins que la différence entre ce que tu vas payer en termes d'énergie une fois que ta maison est rénovée, par rapport à ce que tu aurais payé si tu n'avais pas rénové. Donc il faut que ce soit bien calculé pour que ce soit moins que cette différence dans la facture d'énergie, effectivement. Ok, je vois où tu veux en venir. Tu disais incitatif aussi. Je pense qu'on a tous suivi l'actualité récemment sur les bonus écologiques qui étaient donnés par le gouvernement fédéral et provincial. Donc c'était 7 000 $, il me semble, je pense, si je ne me trompe pas, et ça va être divisé quasiment de moitié à horizon 2025. C'est-à-dire que les gens qui ont changé de voiture électrique récemment, donc les gens qui avaient le plus de moyens ont pu s'acheter une voiture qui leur plaisait bien, avec l'aide de l'État, parce que c'est quand même 7 000 et 5 000 du provincial fédéral. Et donc maintenant, on va commencer à couper les subventions de l'État, parce que la raison, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Et là, on parle que de voitures électriques, hein, c'est juste 5 000, 7 000 qui donnent. Quand vous rénovez une toiture, ça dépend de votre maison, mais c'est des milliers de dollars. Une façade de bâtiment, c'est pareil. Le prix des matériaux, le savoir-faire justement des gars du bâtiment, ça chiffre autre chose qu'une voiture électrique. Donc, autre chose que les incitatifs pour une voiture électrique. Donc, l'aide de l'État, oui, mais j'ai peur que les poches ne soient pas aussi remplies qu'il faudrait pour aider les gens. Et ça va toujours être les gens qui vont faire les démarches en premier, qui auront les bons contacts pour faire la première demande. Et après, on dira « Ah non, pour ta maison, j'ai plus d'argent. » Oui, mais j'ai un trou dans ma porte. Donc, c'est vrai que ça risque... Je trouve que ça va toujours être les gens, entre guillemets, privilégiés qui vont avoir accès à l'aide plus facilement et plus rapidement, parce qu'ils auront les tuyaux, les astuces. Et ça va vraiment être toujours les gens, à la fin, qui vont payer le prix là-dessus. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait réussir à avoir une volonté politique suffisante pour y mettre plus d'argent, quitte à augmenter les impôts, voire même mettre un prix du carbone plus élevé dont une partie serve à financer les aides justement pour les rénovations, les transports, etc. Aussi, la voiture électrique, c'est pas non plus la solution à tout. Il y a certains déplacements pour lesquels on est un peu obligé, quand c'est à la campagne, que les milieux sont peu denses, que ce ne serait pas possible de mettre des services de transport en commun efficaces parce qu'il y a juste trop peu de monde qui font le déplacement comme du point A au point B. Mais je pense qu'en ville et puis entre les différentes villes, ce serait plutôt vraiment le transport en commun efficace à privilégier, donc avec à la fois une grande offre en termes d'horaire pour que les gens trouvent l'horaire qui leur sied, et puis suffisamment rapide pour que les gens ne se disent pas je vais prendre 3 fois plus de temps en prenant les transports en commun que si je prenais ma voiture. C'est ça. Mais si on se fie aussi à ce qu'on voit dans les nouvelles cette semaine même, quand on parle de sobriété énergétique au Québec, ça fait peur aux gens de se voir monter sa facture de Hydro-Québec. On ne veut pas payer pour, on ne veut pas que ça nous coûte plus cher. Et c'est compréhensible. Mais ce qu'on peut expliquer aux gens, puis ça passe par l'éducation certainement, c'est que ce n'est pas juste l'électricité qu'on paye sur notre facture qui peut faire la différence. On peut réduire en changeant certains comportements. Comme par exemple, moi, je viens d'un pays où j'ai été enseignée par mes parents que si tu t'en vas d'une pièce, t'éteins la lumière parce que tu t'en serviras plus. Si tu fais couler l'eau pour laver quelque chose, pendant que tu savonnes ou tu fais autre chose, tu fermes le robinet. Si tu prends une douche pendant que tu te savonnes, tu fermes l'eau et ainsi de suite. C'est tous des comportements on n'a pas trop ici au Québec, mais un après l'autre, c'est des comportements qui vont aider à changer la consommation d'énergie. Si on pense à notre eau qui doit être traitée par les villes, aux municipalités, ça prend de l'énergie pour faire ça. Si on veut communiquer à distance, à utiliser notre cellulaire, il faut charger les batteries. L'énergie est partout. Donc, réduire, ça peut s'appliquer aussi partout. Ça ne passe pas nécessairement par juste notre facture d'électricité. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu dis au Québec. Au Québec, c'est l'hydroélectricité.
En France, c'est l'atome, c'est le nucléaire. Par contre, vous allez en Chine, c'est plutôt du charbon. Même l'Allemagne veut faire l'éolien, le photovoltaïque et se passer du nucléaire. Mais avec la sortie de crise de la pandémie, ils ont dû réactiver certaines centrales à charbon pour produire de l'énergie. Au Québec, c'est quand même assez béni parce que c'est une électricité qui est quasiment décarbonée. Il y a quelques petits, on va dire, productions liées au gaz ou autre, mais c'est vraiment infime. On parle de sobriété énergétique, oui, pour réduire en fait la demande, mais au final, l'énergie avec laquelle le type d'énergie qu'on obtient et son moyen de production reste quand même relativement décarboné en GES. Je suis d'accord avec les petits gestes qu'on fait tous les jours, mais c'est plus dans les achats des gens et en même temps dans le moyen de transport. C'est le transport qui est vraiment très coûteux. C'est comment on décarbone en fait un secteur entier du transport. Ça, c'est quand même pas une mince affaire, surtout ici en Amérique, enfin pas le Québec, mais en toute l'Amérique du Nord, les distances sont considérables. Un train, un TGV, je pense qu'au Québec, ça doit faire rire plus d'un. Si on dit on va faire un TGV entre Québec, Trois-Rivières, Montréal, j'ai l'impression que c'est une licorne, cette chose-là, ou le monstre du Loch Ness. On en parle souvent, mais on ne l'a jamais vu, et peut-être qu'on ne le verra jamais. Et pourtant, ça pourrait être pas mal. Moi, je vais à Montréal faire la fête de temps en temps. Je suis très content d'y aller, mais je prends ma voiture. Et s'il y avait un train, je pourrais partir en train et revenir en train. Comme ça, je dors dans les deux, c'est parfait. J'ai gagné du temps. Mais c'est vrai que je pense qu'on serait tous assez nombreux à faire ça. Mais pourtant, nous, citoyens, on veut faire cette chose-là. C'est décarboné, on gagne de l'espace dans les villes. Pourtant, on veut le faire, mais ça ne marche pas. Pourquoi Qu'est-ce que quelqu'un a une idée, un élément de réponse à ça? Pourquoi on n'arrive pas à... Les citoyens veulent le faire, mais pour autant, ça ne percole pas, ça n'atteint pas en fait les décisionnaires, ce genre de choses. J'ai pas vraiment de réponse pour toi, Charles, mais par contre, j'ai un autre exemple de choses qu'on peut faire au quotidien puis que parfois on ne peut pas. J'aimerais bien ne pas avoir à utiliser le sèche-linge à la maison, mais j'habite dans un quartier où je n'ai pas le droit de poser une corde à linge. Okay? Ça peut avoir l'air niaiseux, mais quand j'ai fait la signature chez le notaire là, du contrat d'achat de terrain, c'était clairement inscrit que je ne pouvais pas installer de corde à linge. C'est une pollution visuelle. Okay? Donc, effectivement, c'est ça. Donc, personne dans mon quartier, dans mes environs, j'habite à Pointe-du-Lac, je ne suis pas si loin d'ici quand même. Donc, personne n'a de corde à linge, ce qui fait qu'on utilise tous le sèche-linge, la sécheuse en tout temps parce qu'on n'a pas vraiment d'autres options qui s'offrent à nous. Donc, c'est un petit peu contradictoire. On est encore dans le fait que je n'ai pas accès à cette possibilité-là. Est-ce que je tente personnellement de l'utiliser le moins possible, de faire aussi des choix sur la température, tout ça, pour essayer de réduire la consommation? Oui. Je pense que même au quotidien, si les gens, les citoyens et les citoyennes ont plus d'informations sur la consommation des différents appareils, ils pourraient faire de meilleurs choix. Je crois qu'on devrait avoir aussi comme plus d'affichage sur la consommation électrique des appareils pour être capable de faire ces choix-là. Je vous donne un autre exemple. Le lave-vaisselle. Okay? Donc, si j'utilise mon lave-vaisselle, je clique sur le cycle éco qui m'affiche un 2 heures ou 2h20 environ de temps pour le cycle éco. Je clique sur le cycle intensif qui me dit qu'il peut faire le lavage de ma vaisselle en 50 minutes. Donc là, nécessairement, je me dis, bon, bien, clairement, le cycle intensif doit consommer beaucoup moins. Pourtant, le cycle intensif consomme environ 2 fois plus d'énergie que le cycle éco parce que le cycle éco chauffe moins l'eau. Donc, si on avait, bon, bien sûr, plus d'opportunités, comme le mentionne Charles, mais aussi plus d'informations, donc que les citoyens et citoyennes aient l'information rapidement, directement, même sur mon appareil, si je pouvais avoir la consommation de chacun des cycles, bien, je pourrais faire des choix plus éclairés. Je ne m'empêche pas ici là, de faire l'activité que j'ai besoin, qui est ici de laver ma vaisselle, mais au moins, je peux faire le bon choix selon ce que j'ai besoin. Donc tu dis répéter aux gens, toujours et encore approcher à l'école, les parents et autres, là, pour qu'ils fassent les meilleurs choix. Ouais, bon, ça va dans longtemps quand même. Parce qu'on sait que ça met souvent plusieurs générations, des fois, à changer les habitudes. On entend toujours, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer? Cette phrase, je pense qu'elle nous fait tous, des fois,
me donne mal à la tête d'entendre ça. Pourquoi changer? On a toujours fait comme ça. Ça marche très bien. Ouais. Je peux vous ramener dans mon enfance aussi. Au Chili, les riches seulement ont un lave-vaisselle. Et moi, dans ma maison, il n'y en avait pas de lave-vaisselle, puis c'était la tâche à tour de rôle des enfants. Et on ne lave pas non plus à l'eau courante. Fait qu'on ne fait pas couler le robinet, là. On a un bol où tu mets le liquide à vaisselle et tu mets ton eau. Tu prépares ton eau de lavage. Et l'évier, c'est ton eau de rinçage. Donc, l'eau, elle coule juste au début et c'est tout. Fait qu'on apprend, c'est qu'il faut commencer par les verres parce que c'est eux qui sont moins sales, ensuite les ustensiles, puis à la fin, ce qui est le plus sale. Si ton eau est trop sale, bien, tu la changes, mais tu ne laves pas à l'eau courante. Puis ça, c'est normal parce qu'on l'a appris comme ça, puis c'est comme ça. Ensuite, l'eau chaude, elle ne sort pas comme ici. Tu ouvres le robinet et puis il est chaud. Non. L'eau est chauffée sur demande. C'est au gaz. On appelle ça un califonte au Chili. C'est au gaz. Donc, c'est le tuyau par où passe l'eau qui, lui, est chauffé. Donc, si tu n'as pas allumé ton chauffe-eau qui souvent est à la cuisine, ben, tu n'as pas d'eau chaude. Fait qu'on se lave les mains à l'eau froide, on se brosse les dents à l'eau froide. Il y a juste la douche qu'on prend chaude, mais il y a plein de choses qu'on fait à l'eau froide. Donc, c'est ça des exemples quand je dis de comportement, des choses que moi qui ai vécu ça avant, je peux comparer puis voir ici quelqu'un qui lave une assiette avant de la mettre au lave-vaisselle. Pour moi, c'est un non-sens. Encore pire si on le fait avec l'eau chaude. C'est si on veut juste que ça tasse une petite miette ou quelque chose qui reste. Moi, je le fais avec ma serviette en papier, et puis la serviette, je la mets au compost, je n'utilise pas d'eau. Parce que moi, je suis sensible d'un pays qui manque d'eau, sécheresse depuis 20 ans, où les barrages ne se remplissent plus, puis qu'on a des coupures d'électricité programmées. On n'est pas rendu là ici, là, l'eau est en abondance, mais c'est d'autres réalités, c'est d'autres sensibilisations qu'on a eues qui font qu'on compare, puis on se rend compte que, oui, il y a d'autres façons de faire. Pour être sensibilisé, il faut quand même se laisser un petit peu le temps parce qu'au Québec, dans les dernières années, on entendait toujours parler qu'on avait des surplus d'énergie, qu'on nageait dans l'énergie ou presque. Justement, Yasmine Abdel-Fadel, à l'émission La Joute à LCN, a justement mentionné ça le 18 mars dernier. Elle a dit que ça fait environ seulement 18 mois qu'on parle d'efficacité énergétique. Qu'on parle d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique. Je suis allée faire une petite recherche comme ça sur le site de Eureka. C'est une banque de données sur tout ce qui est fait dans les médias, donc médias écrits, télévisuels, radiophoniques, etc. Puis j'ai tapé les mots-clés justement sobriété énergétique pour voir ça fait combien de temps qu'on parle de ça au Québec, au Canada français. Eh bien, je me suis rendu compte qu'on avait 427 articles qui ont été écrits sur le thème de la sobriété énergétique depuis toujours et seulement 27 d'entre eux ont été écrits avant 2022. Okay? Donc, c'est seulement environ depuis 2022 qu'on commence à voir la sobriété énergétique apparaître dans les médias. On est quand même au début de 2024. Okay? Donc, est-ce qu'on peut quand même laisser aussi le temps aux citoyens, aux citoyennes d'être sensibilisés à ça? Plus on va le voir apparaître dans les médias, plus on va en parler, plus ils vont être sensibilisés. Et plus ils vont éventuellement réduire leur consommation d'énergie. Comme je le disais tout à l'heure, si on faisait notre bilan carbone, tout le monde devait le faire, bien, on serait aussi sensibilisé et on aurait accès à l'information. Je rebondis sur ce que tu dis. Maria avait dit que le principal, c'est l'industrie qui a besoin de plus d'énergie. Autour de nous, c'est de l'acier, c'est des métaux, c'est ce genre de choses. Il faut les extraire, il faut les transformer, c'est très demandant en énergie. C'est pas avec un moulin à vent qu'on va faire de la sidérurgie. Hein. Ça, moi, j'ai hâte de voir ça parce que bon, mais je pense pas. Donc, ce qui pollue énormément, ce qui est le plus gros en énergie, c'est quand même l'industrie. Mais en même temps, sans industrie, déjà, il n'y aurait pas d'emploi. Donc, les gens vont peut-être s'enfoncer aussi dans une précarité. Si on le fait pas sur notre sol, où est-ce qu'on va le faire faire aux autres? On dit toujours oui, c'est de l'acier chinois, ça vaut rien. Oui, c'est vrai qu'un acier américain et canadien, c'est vrai que ça tient bien la route. Mais c'est aussi ça, hein, c'est qu'il va falloir, les choix qu'on fait,
il faut en tenir compte qu'il y a un impact social, il y a un coût social, et que la partie gourmande en énergie, c'est l'industrie, et c'est ce qui fait tourner en fait les États dans lesquels on vit. Donc dire aux gens, fais attention, il ne faut pas que tu fasses ça ou ça, oui, je sais bien, mais quand tu disais, Vélène, justement, sur ton impact, ton bilan carbone énergétique, tu voyais qu'en fait, c'était le transport. Mais tous tes choix, je mange un peu moins de ça, un peu moins de ceci, ou je jette ceci, au final, c'est rien du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est rien du tout. Mais quand tu vas à l'université, je suis bien content d'avoir un nouveau bâtiment, mais c'est fait avec du ciment, c'est fait avec des poutrelles en acier, et tout ça, il faut les produire. Et donc, on ne va pas les importer, donc on va les produire chez nous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, oui, l'énergie, il faut la réduire. Oui, on a envie de dire aux gens, il faut faire attention. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un peu ce qui fait tourner le monde, nos emplois, où là, on est éduqué. Là, quand on a un problème de santé, on y va, dans un hôpital, et c'est grâce à ça. Donc, réduire, oui, mais il ne faut pas non plus perdre de vue que l'énergie, on en a besoin. Donc, être sobre, oui, mais il ne faut pas non plus perdre l'essentiel qu'il en faut pour construire les infrastructures de demain. Et tu parlais d'augmenter le prix de l'électricité. Je ne sais plus qui disait ça à une conférence mardi, je crois, qu'il fallait augmenter le prix de l'électricité pour prévoir les nouvelles infrastructures de l'avenir. Et ça, c'est vrai. En France, on a été, je m'excuse, mais bête pour ce qu'on a fait ça. On avait une filière nucléaire magnifique, ça tournait bien, et on a arrêté les investissements. Et là, nos centrales, elles sont toutes en fin de course. Il faut qu'on renouvelle quasiment tout notre parc nucléaire. À la place de ça, on fait quoi ? On prend du retard dans les constructions des nouvelles, on prolonge la durée de vie des centrales et les gens ont peur de là-dedans. Donc en même temps, il y a une défiance au niveau des gens parce qu'on a perdu ce savoir-faire, on a perdu financer de nouveau l'énergie. Et l'énergie, je ne trouve pas que c'est un gros mot, ou une sobriété, ce n'est pas un gros mot non plus. Je pense que c'est juste être sobre pour ralentir en fait les problèmes qu'on va avoir dans le futur parce qu'on n'est plus capable actuellement de développer des moyens. La géothermie, tu disais, ça c'est vraiment magnifique. Beaucoup de pays dans le monde font ça. Au Québec, on n'en a quasiment pas. Il faudrait qu'on en fasse. Ça va permettre justement d'avoir un mix énergétique qui sera efficace pour éviter non plus de dire aux gens retournez à l'âge de pierre. Vous voyez, c'est sympa. Donc, c'est... Et puis Mais on n'aurait pas Internet, ni nos cellulaires, ni les réseaux sociaux. Hein? Les jeunes, ils ne seraient pas d'accord. Violaine. Ça consomme pas tant tout ça. Donc, pour rebondir là-dessus, moi aussi, je pense que c'est... En fait, on a besoin de faire les deux. Si on veut effectivement ne pas retourner au XVIIIe siècle, on ne peut pas faire que de la sobriété, parce qu'on va avoir quand même besoin d'énergie. Mais d'un autre côté, on n'est pas capable de tout faire avec la technologie. Il faut des matériaux, il faut une source d'énergie. C'est comme la technologie, c'est pas magique non plus. Donc il faut établir nos priorités. Est-ce qu'on a envie d'être soigné à l'hôpital ? Oui. Mais est-ce que l'hôpital pourrait mieux faire les choses ? Oui aussi. Est-ce qu'il pourrait être chauffé de façon plus efficace ? Est-ce qu'il pourrait, peut-être avoir des machines plus efficaces pour laver leur linge, sachant qu'un hôpital, ça lave beaucoup de linge. Enfin, il y a quand même des optimisations qui peuvent être faites dans beaucoup de services, dans les écoles, dans les services publics. Donc, quelque part, il faut que, oui, les citoyens fassent leur part. Donc non seulement sur l'énergie, mais aussi peut-être en achetant uniquement ce qui leur est réellement nécessaire, puis en réparant quand c'est possible. Mais ce qui va mécaniquement en fait réduire l'impact de l'industrie, vu qu'il y aura besoin de moins d'objets. Mais il faut aussi que les services publics réfléchissent à leur efficacité énergétique et à comment produire les mêmes services, mais en utilisant moins d'énergie, moins de matériaux. Donc ça demande une réflexion de fond. Et puis, comme on est dans une mécanique d'urgence, peut-être qu'il y a des choses qu'on devra sacrifier. Donc il faut peser le tout. Faut vraiment peser quelles sont nos priorités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel gadget, ou est-ce qu'on priorise autre chose ? Voilà. Alors, qui devrait faire ces choix, par exemple, de priorisation ? Est-ce que... Pour moi, ça serait à tous les niveaux. Tout le monde à l'échelle individuelle, mais aussi au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises, parce qu'elles aussi peuvent avoir le moyen de faire de l'efficacité énergétique. De la sobriété, peut-être que Maria peut en dire quelque chose, mais j'aurais tendance... Mon impression, c'est que
serait peut-être pas dans leur intérêt, parce que finalement, si elles produisent moins, elles vont peut-être avoir moins de chiffre d'affaires. Mais l'efficacité, c'est par définition produire la même chose avec moins d'énergie, donc c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Exactement. Moi, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à écouter des podcasts du Chili. Ça s'appelle Révolution circulaire. C'est des industries, des entreprises qui changent leur modèle d'économie linéaire par l'économie circulaire. Et si on revient un peu en arrière, en fait, c'est beaucoup la pandémie qui a fait réfléchir plusieurs industries et plusieurs entreprises à se redéfinir, non seulement d'avoir des valeurs et d'avoir une mission, mais de rajouter là-dessus un propos. C'est quoi que je veux faire avec mon produit, avec mon service? C'est qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Et forcément, il y a la notion d'environnement qui arrive, la notion des déchets qui arrivent. Quels déchets que je mets dans l'environnement? Est-ce que je peux en revaloriser ou le vendre à quelqu'un d'autre pour circulariser notre économie? Et là-dessus, j'ai vraiment un exemple fantastique d'une entreprise qui s'appelle Soprole. Eux, c'est une compagnie laitière un peu comme Danone, Yoplait ici, qui font des yogourts, qui font du lait, du fromage, du beurre, tous les produits laitiers. Et eux, ils se sont mis à trouver une solution pour les emballages des yogourts, par exemple. Alors, ils ont monté une collecte par point de chute et une collecte mobile. La collecte par point de chute, c'est dans les supermarchés, puis ça existe depuis 2014 au Chili. Quand vous allez faire votre épicerie, vous n'allez pas avec vos sacs vides, vous allez avec vos sacs pleins d'emballages vides. Et vous avez déjà des endroits qui sont séparés, par exemple, carton journal à une place, papier imprimé à une autre place, plastique mou à une place, plastique rigide à une autre, et finalement les verres. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est des points mobiles. Ça veut dire que c'est un camion ou peu importe qui passe par certains quartiers et ramasse les pots de yogourt, les pots de dessert de leur marque, mais aussi des autres. Ils l'ont ouvert. Et en ayant tout ce plastique-là, ils les transforment dans des plastiques pour faire des jeux pour enfants dans les parcs. Donc, ils revalorisent de cette façon-là ce plastique. Puis les gens, ils se sont portés à aller acheter ce yogourt-là parce qu'ils savent qu'il y aura des enfants qui vont être heureux d'aller jouer dans ces parcs-là. Donc, c'est côté social, côté diminuer les déchets, prendre sa responsabilité de ce qu'on produit puis ce qu'on laisse comme déchets à notre environnement. Un autre exemple de cette même entreprise, ils ramassent tous les Tetra Pak. Ça, c'est tous les emballages de jus, de lait en couches de composite. Et ils transforment ça en isolant pour les toits, pour fabriquer des maisons pour les personnes qui, au Chili, souvent vont subir plein de catastrophes naturelles. Les dernières qu'on a vues à la télé, c'était les gros incendies cet été avec des montées de température incroyables, un peu ce qu'on a vécu dans l'Ouest canadien l'année passée. Ainsi de suite, ça peut être un tremblement de terre, une éruption volcanique, on en connaît au Chili. On n'a juste pas d'ouragan ou de tornade, mais tout le reste, on a tout ce qu'il faut. Il faudrait que tu me donnes le nom de l'entreprise qui fait ça, parce que ça me ferait un super projet de recherche ici aussi, avec les Tetra Pak. Vu la quantité d'emballage qu'une famille québécoise arrive à produire en une semaine, ça, je pense qu'on va pouvoir faire des beaux isolants. Mais à Shawinigan, on a par exemple le Paveco, eux, ils font des pavés comme des dalles avec du Tetra Pak aussi. Il y a quelques années. C'est ça. Moi, je pense que les immigrants, on a beaucoup de cette comparaison-là de hey, chez moi, on fait ci, ici, on fait ça. Pourquoi qu'on ne pourrait pas? Il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Tu sais, au Chili, ils n'ont pas créé ça de rien non plus. Ils ont déjà regardé tout ce qui s'est fait aux États-Unis. Ils ont déjà tout regardé que ce qui s'est fait en Europe. Mais avec leurs conditions particulières, ils ont trouvé des solutions. C'est quoi les problèmes particuliers au Chili? Le manque d'eau. Le trou de la couche d'ozone, malheureusement, il était beaucoup au Chili. Dans les années 80, on en parlait. Il faut se protéger la peau, le cancer de la peau, etc. Après, on a eu l'épidémie de choléra. En tout cas, on a été touché par plusieurs choses. Puis ça fait que les gens sont obligés d'être créatifs avec les ressources qu'on a. Puis je pense qu'ici, il faudrait se mettre là-dessus, arrêter de penser qu'on a des ressources infinies. Il faut en prendre soin.
Merci. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière dans la discussion, parce que pour le moment, on a beaucoup parlé de questions d'action individuelle, d'efforts particuliers, peut-être un peu à la marge parfois aussi. Si on revient en arrière dans la discussion, Charles, vous évoquiez une licorne, un train Montréal-Québec, une espèce de projet de grande envergure. Et en même temps, voilà, on s'imagine certains grands projets qui pourraient exister comme ça, et on se demande parfois s'il y a une volonté réelle du point de vue des citoyens, ou à l'échelle politique, à l'échelle des entreprises. Est-ce que vous pensez qu'il y a, à un horizon plus ou moins loin, ce type de grand projet qui pourrait exister et qui pourrait fédérer aussi dans une action collective qui serait plus simplement, on va dire, disons, quelque chose de plus local, de plus personnel, mais des choses plus structurelles que vous voyez dans les prochaines années, des idées comme ça de projets qui vous... Pour qu'un grand projet comme ça, à millions, voit le jour, il faut forcément des volontés politiques. Et les politiciens, c'est le peuple qui vote, qui l'élit. Ça, c'est dans le monde idéal. Maintenant, c'est sûr qu'un politicien va dire certaines choses pour se faire élire et conserver leur place. C'est souvent les mêmes qu'on voit toujours et encore. Et on se dit toujours, oui, de toute façon, il a tant de mandats, il ne pourra pas se faire élire. Ou oui, de toute façon, il est âgé, il va arrêter. Et puis une autre génération. Et c'est sûr que si on avait un temps infini, bon, les générations, elles vont tourner. Les jeunes générations, ils vont être bien, avoir d'autres principes. Donc ça sera différent, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'on pourrait utiliser l'appareil judiciaire en fait, pour condamner qu'en tant qu'inaction, inaction d'un État. Je sais que ça s'est fait un peu en Europe, ça. Condamner justement l'État par inaction, c'est très symbolique. C'est vrai que du jour au lendemain, ils ne vont pas de nouveau se redorer leur blason. Mais c'est quand même des choses qui sont symboliques et qui font parler. Parce que les gens font quand même très attention à leur image, les pays, les politiciens, et c'est quand même quelque chose qui va s'améliorer au cours du temps. Justement, de grands projets comme ça, on a des grands projets de zones d'innovation. On pense à la zone d'innovation AGTech, là, qui a reçu encore une subvention récemment. Et ben c'est ça, c'est de mettre en commun en fait, différents savoirs, différentes industries pour développer des technologies de demain qui vont vraiment infuser après dans la population, dans les entreprises. Mais des grands projets comme faire un train ou des grands projets énergétiques, ça, j'avoue, ça me paraît... Je ne connais pas assez bien la situation au Québec, en Amérique du Nord pour ça. Il faudrait un changement brusque, en fait, pas de parti politique, mais juste qu'il y ait vraiment une volonté politique de soutenir ça, d'aller pousser ça. Parce que ça demande tellement, en fait, de moyens, d'intermédiaires, d'acteurs. C'est tellement immense il y a la volonté des gens, oui, qui doivent pousser ça. Les citoyens, nous, on veut ça. Nous, on veut plus de géothermie. Nous, on veut développer de l'hydrogène pour faire du ciment et de la sidérurgie propre, pour avoir des beaux hôpitaux et des belles écoles. Et ben, il y a une volonté citoyenne, mais qui doit pousser la volonté politique qui, elle, va après apporter ces projets-là. Parce que tout seul dans son coin à trier des pots d'emballage, c'est bien sympa, mais on va rien faire. Par contre, si on vient tous mettre un bulletin dans l'urne et qu'on veut tous quelque chose de bien précis, là, ils vont commencer à se dire « Ah ouais, je peux prendre ma place d'homme politique en prenant ce projet-là, ça me va. » Donc du jour au lendemain, il va changer de bord, hein, ça vous pouvez être sûr. Il va devenir beaucoup plus vert et écologique. Mais il y a toute une chaîne, les citoyens, leur vote, les hommes politiques, les nouveaux projets, tout ça. Je pense que c'est vraiment une marche en avant qui prend quand même pas mal de temps, mais toujours moins que des changements de génération avec des habitudes un peu plus modernes. Je crois que la prochaine génération va vraiment nous surprendre. Les élèves actuellement du primaire, du secondaire sont très, très au fait des changements climatiques, sont très, très sensibilisés à ça aussi. Je pense aussi que dans les écoles, en ce moment, on fait un enseignement qui est différent de quand, par exemple, moi, j'étais au primaire puis au secondaire. En ce moment, on leur montre beaucoup qu'est-ce qu'une démarche de construction d'opinion, comment ils peuvent se construire une opinion sur un sujet qui est complexe, comme justement les changements climatiques, la sobriété énergétique, etc. Je crois qu'ils vont vraiment, vraiment nous surprendre, puis qu'ils vont être en mesure de vraiment pousser le gouvernement à faire ce type de changement-là. Je crois qu'il faut vraiment croire en la génération là, qui s'en vient pour ça. Là. Puis justement, les industries que je parlais tantôt, les entreprises, pourquoi qu'elles font aussi ce changement de vision, de mission, puis d'avoir un propos pour leur futur, regarder ça plus à long terme. On veut que les prochaines générations, justement, aient une terre ici au Canada,
Le 15 mars dernier, on a passé le jour du dépassement de la Terre. On a consommé déjà toutes nos ressources de l'année. Et au lieu de repousser cette date, elle ne fait que devancer. C'est incroyable comparé à d'autres pays que c'est en septembre. Et je pense que plus on est conscient de ça, plus on peut aider les gens à être informés, à faire des bons choix. Justement, hier en France, commençait la nouvelle éco-label, éco-étiquette sur les vêtements. Ça indique de quoi est fabriqué le vêtement, sa durée de vie, le taux de carbone, la quantité de carbone. Donc, on ne choisit pas juste par le matériau et la taille, mais aussi avec cette conscience environnementale du choix qu'on fait quand on achète quelque chose. Je veux un peu aller contre vous là-dessus. C'est aussi la même génération qui achète chez Shine, qui va dans l'ultra fast fashion, qui veut changer de cellulaire tout le temps. Là, on critique souvent les générations un peu plus anciennes. Je suis désolé, il y a des gens qui sont plus âgés que nous, qui vont se dire « Non, ça je le garde, il marche, je ne vais pas le changer ». Mais en fait, leur démarche était déjà écologique bien avant que l'écologie existe. Donc, combien il y a de vieux pick-up qui roulent encore parce qu'il ne veut pas changer de char, parce qu'il marche son char et qu'il l'a acheté, que ça lui rappelle des souvenirs. Et on lui dit non, achète un super F-150 électrique, il est bien, il est beau, il brille. Le mec, il s'en fiche. Ouais. Son truc, il marche. Pourquoi le changer en fait? Pourquoi cette injonction sociale a toujours non, il faut que tu achètes un truc écologique avec un beau petit label, avec tant de CO2. Il y a des choses. J'ai l'impression qu'il y a ce côté emballement, pas médiatique, mais ce côté injonction sociale, marketing et autres, alors qu'il y a déjà des pratiques qui sont vertueuses avant, des gens qui gardent leurs affaires, qui font pas. Et en même temps, on met trop les jeunes sont l'avenir. Ouais, si on les écoute tous, on n'a pas l'impression que c'est tant l'avenir que ça, des fois. Ça dépend pourquoi. Mais on vit aussi dans une ère du jetable, puis de l'obsolescence. On a beau vouloir tenter de réparer les objets qu'on a à la maison, souvent on n'est pas en mesure de le faire parce que soit il n'y a pas personne qui peut le réparer, soit le coût de la réparation dépasse largement le coût de l'achat d'un nouvel objet. Je pense que le projet de loi 29 là, au Québec, justement, qui est en train de se faire, va vraiment changer la donne parce qu'on parle de l'obsolescence, on parle de réduire l'obsolescence, d'obliger le droit à la réparation dans ce projet de loi-là. On parle aussi d'amener des temps minimaux de fonctionnement de certains objets que l'on a au quotidien. Puis, si on veut aussi que les gens puissent faire des choix éclairés, bien, il faut aussi qu'ils soient conscients de ce qu'ils achètent. L'objet que je choisis là, au magasin, est-ce qu'il est facilement réparable ou pas? En ce moment, je n'ai pas du tout cette information-là. Puis si on souhaite l'avoir, il faut faire des recherches interminables. En France, ils ont maintenant l'indice de réparabilité de certains objets, donc un indice qui va de 1 à 10 pour être capable de savoir dès l'achat si je choisis cet objet-là, ce téléviseur-là, par exemple, est-ce qu'il va être facilement réparable? Donc, dans ce cas-ci, je leur offre la possibilité de faire des choix conscients, puis de pouvoir peut-être faire la réparation puis décider de conserver les objets et non de constamment les jeter. Parce que sincèrement, je crois très fortement au fait de conserver puis de réparer, mais dernièrement, j'ai dû, entre autres, jeter un téléviseur qui avait seulement 5 ans parce qu'il n'y a pas personne qui est en mesure de le réparer. J'ai fait les recherches, je suis allée voir sur la loi de la protection du consommateur, puis un téléviseur de ce montant-là avec le nombre d'années que je l'avais depuis 5 ans, il n'y avait à peu près rien à faire. Même si j'avais décidé de faire une poursuite à la compagnie, je n'aurais pas obtenu gain de cause. Donc, je pense qu'il y a aussi des modifications à faire derrière ça pour qu'on sorte de l'ère du jetable, puis qu'on ait la possibilité de sortir de cette ère-là aussi. Non. Justement, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est... mais ça devrait venir avec des lois, des normes pour encadrer. En mettant une loi comme ça qui oblige les constructeurs à indiquer est-ce que c'est réparable ou non, puis à avoir des pièces de rechange, ça les oblige à simplifier finalement leurs produits. Parce est-ce qu'on a besoin de 50 produits différents qui font la même chose? Peut-être pas, surtout si les pièces de rechange sont toutes différentes et toutes incompatibles.
Et puis, je trouve aussi que c'est extrêmement important comme d'avoir l'information quand on a un consommateur, parce que prenons par exemple l'exemple des serres sur lesquelles j'ai un peu travaillé pour mon doctorat, vu que c'était comme un des exemples de consommateurs que je pouvais alimenter par géothermie. Au Québec, elles sont quasiment toutes chauffées au gaz naturel. Donc, même quand il fait moins 20, moins 25, moins 30 en hiver, vu que l'objectif annoncé du gouvernement, c'est vraiment produire des fruits et légumes frais en hiver. Mais est-ce que acheter une tomate de serre, donc chauffée au mois de janvier, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins écologique que d'acheter une tomate qui vient du Mexique où elle n'a pas besoin d'être chauffée? En fait, je pense que personne ne peut vraiment le savoir sans avoir fait le calcul. Et les informations pour faire le calcul ne sont pas disponibles aux gens normaux, pour les gens normaux. Donc finalement, c'est comme il n'y a que les entreprises qui connaissent toute la chaîne d'approvisionnement, qui savent comment est-ce que le produit a été transporté, comment est-ce qu'il a été produit, qui peuvent faire le calcul et puis qui pourraient, si on les obligeait à le faire, afficher l'empreinte carbone de mes tomates. Et c'est aussi la seule façon dont une entreprise qui serait plus vertueuse, une serre qui se chaufferait par exemple par géothermie, avec un coût d'installation qui serait plus important, pourrait se démarquer de la serre chauffée au gaz. Si elles sont toutes les deux localisées au Québec, celle chauffée par géothermie, donc en utilisant de la chaleur renouvelable, serait capable d'avoir une empreinte carbone qui serait à la fois plus faible que la serre chauffée au gaz au Québec et à la fois plus faible que la tomate qui est importée du Mexique. Donc voilà, il y a un manque d'affichage, et cet affichage pourrait vraiment aider les industriels à faire de meilleurs choix, vu qu'ils seraient capables de mettre en valeur la valeur écologique de leurs produits. Mais là, pour le moment, on est toujours dans le scénario où l'information donnée au consommateur va lui permettre de faire en quelque sorte le bon choix. Il y a aussi ce risque qui, à mon sens, est dans beaucoup de situations le scénario le plus fréquent où l'information peut bien arriver, mais il y a finalement un espèce de décalage entre l'intérêt économique, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et l'intérêt écologique. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas aussi un risque de personnes qui décident d'être des passagers clandestins, qui décident de mener leur vie de toute façon en faisant la politique du pire, en disant de toute façon on n'y arrivera pas, on disait que l'humanité n'était pas bête et qu'elle n'allait pas foncer dans le mur, mais à mesure où l'humanité est une entité collective, il n'y a pas une conscience collective qui se dit je fonce dans le mur, et cette possibilité-là aussi de divergence des intérêts. Dans ce cas-là, est-ce que c'est aussi ça, un des sujets, une ramification naturelle de notre question? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager dans ce type de situation? Question très ouverte. À part l'éducation, je ne vois pas par où on pourrait passer. Je pense vraiment qu'il faut développer le jugement critique des jeunes actuellement, des élèves, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix plus tard. Mais je suis d'accord avec toi, Théophile, pour dire qu'il y en a certainement qui vont faire des choix qui ne correspondront pas à ce qu'on s'attend. Mais chacun a quand même une certaine liberté de choix, veut pas, là. Mais si on commence déjà par apprendre à quoi faire avec quel type de déchets, puis parce que si on ne sait pas comment ils sont triés, puis qu'on pense qu'on fait bien de mettre les papiers et le carton d'un côté, mais un pot de mayonnaise, je fais quoi? Est-ce qu'il va à la poubelle ou est-ce que je le rince puis je le mets dans le plastique? Est-ce que je mets avec ou pas le couvercle? Est-ce que le Tetra Pak? Tu sais, je parle beaucoup d'emballage et c'est mon domaine, mais c'est beau vouloir, mais si on n'a pas l'information, on peut ne pas aider en faisant des choix qui pourtant pourraient être une publicité à la télé qui dit si tu vois un numéro 6 à l'intérieur d'un triangle, alors tu dois faire ça. Si tu vois... Puis il n'y a rien qui empêche l'industrie d'imprimer sur le même emballage quoi faire avec. C'est un exemple excellent que j'ai vu encore une fois au Chili, une des dernières fois que je suis allée. J'ouvre mon pot de yogourt. Et sur le couvercle, qui, lui, est en aluminium, il y a un code QR que je peux scanner, puis il va me dire où je peux aller le porter, puis les 3 étapes à suivre pour comment me débarrasser de mon pot de yogourt. Je le rince, je l'aplatis, puis je mets séparément le couvercle du pot. Ça pourrait être fait avec plein d'autres emballages, puis de génération en génération, c'est l'exemple qui marche le mieux, en plus de l'éducation, évidemment, à l'école, mais on acquiert tellement de choses dans nos familles, avec nos grands-parents, peu importe. Combien d'enfants qui savent aujourd'hui coudre puis ramancher des bas?
Pas beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de questions donc de choix, disons, de choses concrètes à mettre en œuvre. Et puis, ça fait 3 jours qu'on entend des conférences sur différents sujets d'innovation. Vous travaillez dans l'enseignement supérieur, ou peut-être que, enfin, pour le moment, peut-être que vous voudrez le faire ensuite à long terme. Est-ce qu'il y a des innovations, même si c'est pas évidemment l'innovation qu'il faut isoler, comme si ça serait l'innovation d'un côté, l'action politique et l'éducation de l'autre, mais qui, pour vous, pourrait changer la donne et donne aussi une forme d'espoir pour les années à venir, qui font que les problématiques, en tout cas les termes dans lesquels nos problèmes se posent actuellement, pourraient changer d'une manière plus ou moins importante dans vos domaines respectifs? L'innovation. Les solutions existent déjà, c'est une question de coût à chaque fois. Et de mettre les moyens en œuvre pour faire ce genre de choses. Des chercheurs, il y en a à travers le monde. Ils travaillent tous très fort dans leur domaine respectif. Ils ont tous plein de bonnes idées. Mais souvent, quand vous pitchez quelque chose, vous dites « Ouais, non, trop cher. Ouais, non, c'est pas une volonté politique actuelle. » Donc, il y a beaucoup de choses souvent comme ça où les chercheurs ou les gens qui ont des très bonnes idées ou des choses qui sont en totale rupture sont renvoyés, on va dire, dans les cordes parce que c'est pas le bon électorat, c'est pas le bon moment, voilà, il y a plein d'intérêts comme ça. Des solutions, elles existent. C'est juste une question de les mettre en marche. Et tout ça, pour les mettre en marche, je pense que ça va juste une question de loi, une question de voter, légiférer pour ce genre de choses. Laisser la place vraiment aux citoyens et pas à des gens qui sont en place depuis des années à tel siège ou à tel Sénat ou ailleurs. C'est vraiment, je sais pas, créer une convention citoyenne et discuter comment les gens voient un peu leur monde de tous les jours et discuter. Plus vraiment laisser faire une démocratie. C'est une démocratie, hein, mais avoir une autre manière en fait de consulter les gens, plutôt que de consulter les gens une fois tous les 4 ans ou 5 ans selon les pays. Donc les solutions existent, les chercheurs travaillent, il y a des moyens, même si ça pourrait être mieux pour le domaine de la science, c'est de la recherche toute confondue, sciences sociales, sciences physiques et autres. Mais après, c'est une question de se remonter les manches et de dire allez, on y va maintenant. Moi, je crois beaucoup en l'économie circulaire parce que ça touche les gens comme nous et vous. Ça peut se faire dans notre ville, un village. On peut, en restant local, utiliser les déchets de l'un comme une ressource pour l'autre. Puis, ça crée un bienfait social, ça crée un bienfait environnemental et l'économique, évidemment, parce que sinon, on ne le ferait pas. Donc, moi, je pense que là-dessus, on n'est pas en train d'innover en tant que tel, on est en train de faire les choses d'une autre façon. C'est sûr que la technologie va toujours aider, mais il faut analyser le cycle de vie de l'impact que ça va avoir à la fin. Si on veut plein de voitures électriques, qu'est-ce qui se passe après avec les batteries? Est-ce qu'on peut les récupérer? Est-ce qu'on peut les réutiliser? Ce sont des questions qu'avant, on ne se posait pas au 20e siècle. Il fallait juste prendre les ressources, produire, gagner beaucoup d'argent, puis ce n'est pas nous qui s'occupent des déchets ou de ce qui reste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, je pense que justement, cette circularité, moi, je crois en tout cas que ça va beaucoup nous aider. Je vis peut-être d'espoir, mais éventuellement, on va avoir une modification des programmes de sciences et technologies au primaire et au secondaire. Ils ont été annoncés par le ministre de l'Éducation à l'automne, comme quoi que le programme du primaire allait être revu en 2026-2027, puis celui du secondaire en 2028-2029, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment espoir que des questions d'actualité comme les changements climatiques, la sobriété énergétique, l'obsolescence, etc., aient une plus grande place dans les programmes, puis que justement, on puisse encore une fois passer par l'éducation, puis amener les futures générations à voir ça autrement, puis à prendre des choix différents peut-être de ce que nous, on fait actuellement. Alors, donc, pour mon domaine en géothermie, il y a quand même des améliorations, comme entre autres sur petit à petit, dans les dernières décennies, l'efficacité des pompes à chaleur a augmenté. Mais petit à petit, il n'y a pas de rupture là-dedans. On voit aussi en ce moment, surtout pour les forages profonds aux États-Unis, comme des améliorations dans le temps que ça prend à forer et qui donc permettent de réduire les coûts, puisqu'un forage, c'est énormément de personnel qualifié. Et que donc, si on est capable de réduire le temps, on réduit le temps de travail et donc ce que ça nous coûte.
En étudiant aussi différentes régions et en évaluant leur potentiel, on réduit les risques, donc ce qui aide à faire des projets dans le futur. Mais il n'y a pas d'innovation de rupture, donc en fait, il faut s'y mettre. Plus on fait de projets, plus on va accumuler l'expérience, meilleur on sera. C'est vraiment ça. Merci. Joliane, je me permets de vous apporter un petit peu de contradiction, parce que dans une de ces conférences des derniers jours, mais ce matin à laquelle vous avez assisté, le sociologue que nous avons écouté pointait du doigt une forme de contradiction qu'il y avait entre une espèce de culture générale de la transition énergétique qu'on retrouvait chez les jeunes, et parfois un léger flottement sur les questions techniques. Quelqu'un qui est dans le public a évoqué son témoignage de personnes d'élèves qui pensaient que, par exemple, le nucléaire produisait du CO2. Comme naturellement. Est-ce que dans ce cas, on n'aurait pas une forme de contradiction entre un accent qui serait mis de manière extrêmement importante sur l'enseignement de l'idée de la transition énergétique, il faut faire une transition énergétique, et en même temps le besoin qui serait plus du côté d'une solide formation scientifique, finalement assez traditionnelle, au risque de paraître rétrograde. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de tension? Très bonne question. En fait, je crois que l'important, c'est que les savoirs plus traditionnels soient contextualisés, que justement, que l'élève prenne conscience que c'est pas le cas, ou qu'il n'y a pas de lien direct entre les séismes et les changements climatiques. En ce moment, on apprend aux élèves c'est quoi les phénomènes naturels, c'est quoi un séisme, tout ça, mais on ne lui apprend pas les liens avec les questions d'actualité. Certains enseignants le font, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais le programme n'amène pas clairement à faire ça. Donc, je souligne tous les enseignants et enseignantes qui prennent la peine de faire ces liens-là, mais le programme tel qu'il est et qui date du début des années 2000, on s'entend que ça date quand même beaucoup, n'amène pas directement vers ça. Donc. Non. Je vais permettre de revenir sur une question un tout petit peu plus politique. On a un peu effleuré la question donc, de la démocratie, la question de savoir comment est-ce que les citoyens arrivent à se mettre d'accord pour prendre des décisions ensemble. En même temps, c'est ce climat d'urgence climatique qui arrive en même temps qu'un autre climat politique, un peu de tension et de défiance, au moins en France, de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Comment est-ce qu'on peut réussir à articuler ces deux éléments-là à une époque où on observe des tensions de plus en plus importantes au sein de la scène politique? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une forme de scission qui va se créer entre, peut-être pas deux populations tout de même, mais entre les personnes qui sont engagées, disons, dans ce processus de transition et des personnes qui le refusent un petit peu? Comment, on va dire, renouer le dialogue sur ce terrain-là? C'est pas en méprisant les gens que vous allez les réconcilier. Ça a l'air bête, hein, mais c'est pas en tapant sur des gens qui sont opposés à vos idées que vous allez trouver un compromis. Et c'est sûr qu'en les écoutant, mais ils ont le droit d'être pas d'accord. C'est ce qui fait la beauté des démocraties, c'est que chacun a sa voix à donner. Et que même si ce n'est pas forcément le bon choix, c'est la voie que la majorité a décidée. Et ça, maintenant, on doit le respecter parce que c'est comme ça. Si on a tous décidé de se tenir la main et d'aller dans le mur, eh ben allons-y. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas très vendeur pour les générations futures, mais je trouve que les gens ne sont pas bêtes, hein. Par mimétisme, si votre voisin il a fait tel ornement dans son jardin, il dit « c'est beau ce qu'il a fait quand même, je vais faire ça l'an prochain ». Et vous allez le faire l'an prochain. C'est pareil, hein, on achète tous bêtement les derniers téléphones parce que l'autre il a dit « ah, j'ai ça de nouveau ». Oui, c'est vrai. Bon, c'est un cas extrême, les téléphones et le jardin, mais au final, c'est pareil pour les idées, les développements de quand ça s'appelle l'infrastructure ou autre. On se dit, tiens, c'est pas bête ce qu'ils ont fait telle nation, telle communauté. Et par mimétisme, les gens évoluent pour le meilleur. On n'a jamais vu un truc où on n'a jamais vu vraiment de cas où on est tous allés dans le mur sans problème, quoi. Non, il y a un moment, on se dit, peut-être pas la bonne solution, là, on va peut-être changer. Donc des fois, c'est un peu tard, mais c'est jamais trop tard. Donc c'est sûr qu'il y a de la casse entre-temps, mais je trouve que ce qu'il y a bien pour faire avancer, c'est ça, c'est légiférer, voter, s'écouter, laisser de la place à chacun, même si on n'est pas d'accord avec son voisin sur la hauteur de la haie ou de la taille de l'herbe, et ben c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de vivre quand même et de passer du moment. Et puis se dire, les générations futures, on parle souvent d'horizon 2050, neutre en carbone, bon, les générations futures, 2050, c'est encore la même. Vraiment, on a le temps là, hein, mais... c'est ça, faut juste s'écouter, prendre du temps, pas trop de temps non plus, mais faire ce qu'on a à faire. Je pense que quand on a un changement fondamental qui doit se faire au niveau de toute la population, on n'a pas trop le choix de passer par une loi, par des règlements. Je pense entre autres au Chili, la présidente qu'on avait à l'époque
Elle faisait, c'est une pédiatre, docteur de formation, elle faisait face aux statistiques qui disaient que les enfants au Chili étaient un des plus obèses au monde. Alors, comment on peut aider les gens à s'alimenter d'une meilleure façon? C'est passé par les emballages. On a mis sur les emballages, depuis 2016, des hexagones qui disent eau en calories, eau en sucre, eau en sel et eau en calories. Et ça a fait que la consommation des gens, des produits ultra transformés, des produits très gras, très sucrés, a diminué, ou en tout cas, ils ont fait leur choix en conscience. Et c'est quelque chose qui a été imposé par le gouvernement et parce qu'il y avait cette problématique-là de fond. Ici, au Canada, ça s'en vient, ça va commencer, ça va être une loupe, ça ne va pas être un hexagone. Ça va commencer 1er janvier 2026, on est un peu en retard. C'est déjà en route au Mexique, qui s'est inspiré du Chili. Mais c'est ça, je pense qu'il y a toujours comme une grosse problématique de fond. Si on veut que ça atteigne toute la population, ça doit passer par une mesure gouvernementale, une loi ou autre outil de ce genre-là. Un gouvernement élu oui. par le peuple. Ouais. Ouais. Bah, moi, personnellement, je suis peut-être un peu plus alarmiste que vous, mais je me dis que finalement, il y a des lanceurs d'alerte qui ont parlé des changements climatiques depuis les années 70. Pour l'instant, on a fait quelques petites améliorations, mais vraiment pas grand-chose. Donc, il va falloir aller plus vite. Et puis, si on avait un temps infini, peut-être qu'on pourrait faire uniquement de l'éducation, puis laisser les gens faire leur choix. Mais on a besoin de réduire dès aujourd'hui les émissions de GES si on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent devenir adultes dans un monde qui soit comme confortable pour eux, où il n'y ait pas comme des grandes sécheresses qui affectent les récoltes puis qui font qu'il y a de la malnutrition ou qui causent des problèmes de santé, parce qu'il y a aussi de ça. Quand il y a des gros coups de chaleur, ça peut être vraiment impactant. Donc, si on veut que le monde soit vivable pour eux, on a besoin de faire vraiment tout notre possible. Puis, au stade où on est rendu, je ne pense pas que ce soit vraiment possible en se basant uniquement sur la bonne volonté des gens. Il faut bien sûr de la bonne volonté, mais il faut aussi des règlements pour encadrer, essayer de limiter les pratiques les plus nocives, peut-être interdire certaines choses. Interdire certains véhicules comme extrêmement consommateurs puis qui sont surtout utilisés pour le récréatif, qui n'ont pas vraiment d'implication dans l'industrie. Interdire, voilà. Puis finalement, ça va modifier l'offre puisque si ces véhicules sont plus disponibles, les gens vont choisir quelque chose de mieux pour l'environnement. Il n'y aura plus la pression du voisin, vu que le voisin non plus, il n'aura pas pu acheter un immense VUS. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est trop tard pour juste pouvoir se baser sur la bonne volonté des gens. Mais il faut trouver un juste milieu quand même pour pas non plus vivre dans une société totalitaire. C'est ça. Sinon, on va voir un autre convoi de la liberté. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À moins qu'il y ait encore une dernière intervention. On a encore 2 minutes, sinon ce sera des questions du public. Non ? Écoutez, merci beaucoup à tous les 4 pour votre participation. On termine sur une note un petit peu alarmiste et aussi qui nous rappelle quand même cette urgence qu'il y a et en même temps la nécessité de trouver une forme de juste milieu dans les prises de décision que nous aurons à faire. Merci de votre attention. On a quelques minutes pour les questions du public, s'il y a des sujets que nous n'avons pas encore abordés. Combien d'entre vous ont un téléphone sur lui maintenant ? Pas actuellement. Mais en général. Dans mon sac. En général, oui. Ordinateur portable ? Oui. Ordinateur fixe ? Non, Télévision ? non. La Télévision ? Oui. Chez moi. Est-ce que tu as aussi un refroidisseur d'air, un climatiseur pour l'été ? Oui. Donc, je vais être méchant, aujourd'hui vous me parlez tous de sobriété énergétique et vous êtes tous pour. Mais là je vous vois, pour moi vous êtes tous des consommateurs d'énergie. Donc si vous n'arrivez même pas à, on va dire, vous contrôler vous-même, comment vous allez l'enseigner aux autres? Et c'est ça ma question. Je vais répondre à votre question drôle. On se connaît, tu peux me tutoyer. Hein. C'est votre outil de travail. Rien ne vous oblige avec votre téléphone d'aller regarder des vidéos de chats et des gens qui font du bâtiment ou Comment de la tu danse. sais?
Donc l'idée est là, c'est votre outil de travail. Il me semble qu'un médecin utilise cet ordinateur aussi pour regarder vos résultats d'IRM. Vous n'allez pas le dire, arrête d'utiliser ton ordinateur, fais-le comme ça au doigt mouillé. Donc bon, on est d'accord que ce n'est pas la meilleure idée. Donc il y a une question, vous dites sobriété énergétique, oui c'est vrai, maintenant c'est un outil de travail. On ne va pas demander à retourner à l'âge de pierre ou au XVIIIe siècle, qui a l'air déjà beaucoup plus fun que l'âge de pierre. Donc c'est ça aussi, c'est les grands consommateurs d'énergie, ce sont les infrastructures, l'industrie. Et en fait, l'énergie que les gens peuvent économiser, en partie, permet en fait à cette industrie aussi de perdurer, de conserver les emplois et eux d'effectuer sa transition énergétique. Alors, je ne suis pas d'accord, je te coupe tout de suite. Tu dis que l'industrie est le plus gros consommateur. Mais les industries, de plus en plus, font du recyclage avec de la cogénération, avec d'autres systèmes, de leur électricité pour payer moins cher. Par contre, si tu prends tous les téléphones portables du monde, tous les ordinateurs portables, les brosses à dents électriques, les climatiseurs, est-ce que tu n'es pas persuadé que ce n'est pas plutôt ça qui consomme le plus? La part du numérique sur les GES et tout, je crois que ça va être autour de 5%, quelque chose comme ça. Si vous prenez la part de la fast fashion, c'est l'équivalent du commerce mondial, justement, pour bateaux et en GES. Donc, non, pardon, la part du commerce mondial de la fast fashion, c'est équivalent à la part, en fait, de l'aviation mondiale. Donc, en fait, autant ne plus porter de vêtements et continuer à voyager. Ça peut être une idée sympathique. À l'ancienne. Mais tu me parles de sobriété énergétique et de GES. Sobriété énergétique, c'est la consommation. GES, oui, c'est la pollution. Moi, je te parle d'électricité, donc de consommation, sobriété. Toi, oui, tu me parles de production de GES. On n'est pas sur les mêmes sujets. Ça dépend de comment vous produisez votre énergie, justement. Si vous faites de l'hydroélectricité, qui est équivalent à une tonne de CO2, c'est à peu près par kilowattheure, c'est bon, c'est 1 pour 1. Par contre, c'est vrai que si vous faites du charbon, là, on crève le plafond, du gaz de schiste, des sables bitumineuses, pareil. Par contre, vous faites de l'atome, du nucléaire, ça, c'est quand même relativement propre, même si je sais que ça fait hérisser le poil à certains de l'atome. Mais en attendant, c'est ce qui fait tourner beaucoup de pays dans le monde. Okay. Donc, je t'envoie sur là où je voulais t'amener, où vous amenez tous les 5, plutôt que de parler d'interdiction, de parler de liberté. On sait très bien que si on interdit quelque chose, on est tous plus ou moins ici français, on sait ce qui s'est passé en 1789 quand on a interdit beaucoup de choses, ou en mai 68, plutôt que de parler d'interdiction ou de sobriété et d'imposer les choses aux gens. Pourquoi on n'irait pas plutôt sur essayer de modifier les sources de production d'énergie? Pourquoi imposer aux gens de faire moins, où on sait très bien que dès qu'on impose quelque chose, les gens vont faire l'inverse, on est tous comme ça, c'est la nature humaine, et pourquoi pas plutôt orienter les décideurs vers de nouvelles sources d'énergie? Au passage, mon boulot, la biomasse par exemple, ou l'hydrogène. Mais pourquoi rester dans ce côté sobriété énergétique imposée? Pourquoi aller tout de suite dans ce carcan de j'impose et j'oblige, et pas je détourne? Alors, comme je pense déjà l'avoir dit, moi je suis pour un mix. Faire une partie du trajet grâce à la sobriété énergétique, mais aussi faire une partie du trajet grâce à des nouvelles énergies renouvelables et de l'efficacité. Donc finalement, ça évite de faire des choix, enfin, de devoir aller tellement de loin dans la sobriété énergétique que c'est comme plus acceptable du tout par la population. Mais d'un autre côté, ça évite aussi de devoir tout faire avec la technologie où en fait, on serait juste pas capable dans le temps qui nous reste pour le faire. Oui, excuse-moi, Violaine, continue. Donc, pour ce qui est des choix et de changer d'énergie, alors quand même au Québec, l'électricité est quasiment décarbonée à 100%, donc pas 100%, mais on est quand même très proche. Effectivement, là où l'énergie qui est utilisée par les Québécois n'est pas décarbonée, c'est vraiment dans le secteur des transports et puis pour chauffer certains bâtiments. Donc pour les bâtiments résidentiels, il y en a quand même une bonne partie qui utilise l'électricité, mais dans les bâtiments comme commerciaux, institutionnels, et les industries, il y en a encore la majorité qui se chauffent au gaz ou au pétrole. Donc c'est vers là qu'il faut aller. Et c'est quand même des travaux d'infrastructure importants. Donc c'est pas comme le disait ma collègue, si quelqu'un fait partie de ces foyers résidentiels qui se chauffent encore au gaz ou au mazout, puis arrive à la retraite, puis il n'y a pas nécessairement une grosse retraite, pas nécessairement beaucoup d'argent accumulé, ne peut pas le faire tout seul en fait. Parfois, la bonne volonté est là, mais juste pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'il faut s'organiser en termes de société. Et comme beaucoup des choix qui restent à faire pour pouvoir décarboner, effectivement, les bâtiments institutionnels, les commerces, etc., sont à prendre à une échelle plus globale que celle de juste un individu.
Ça a besoin d'être des choix de société. Si on parle d'acteurs privés, bah oui, il y en a quelques-uns qui vont le faire eux-mêmes, et puis qui vont mettre ça dans leur marque de fabrique, que oui, moi je suis écologique, mais pour la plupart, il y aura besoin quand même que ce soit imposé, parce que c'est des grosses dépenses, puis qu'ils ne veulent pas impacter leur chiffre d'affaires de l'année. Les temps de retour sur investissement, souvent pour des gros travaux, sont de plusieurs années, puis bien souvent, c'est comme un peu plus que ce que des industries privées seraient prêtes à accepter. On va couper, mais tu as raison et tort, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Les industriels, parce que je travaille avec eux tous les jours, et j'en ai qui ont des problèmes de pollution d'énergie, si tu leur imposes un truc, ils vont dire bah, merci, je vais au Vietnam, je vais en Chine, salut. Par contre, si tu mets une taxe carbone très élevée, ce qui n'est pas imposé, mais tu leur imposes rien directement, c'est un peu manipulé, mais tu mets une taxe carbone très élevée, là ils vont tout faire pour investir, pour polluer moins, parce que leurs bénéfices ils sont mis. Mais moi j'ai discuté avec des industriels, le jour où la taxe carbone est imposée à tout le monde, ou la taxe plastique par exemple, j'en ai 75% qui m'ont dit on quitte le Québec, on va aux États-Unis. C'est à côté, c'est bien. Ou j'en Ontario, j'en Alberta. Par contre, ils sont tous assez ouverts à l'idée d'une taxe carbone qui augmente graduellement. Parce qu'il n'y a pas l'idée d'imposition. Et c'est dans votre débat, ce que j'ai bien aimé, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que vous parlez d'imposer. Et un industriel ou un être humain, c'est la même chose. Si on impose, il va forcément tout de suite se braquer. Mais si on lui met quelque chose à côté sans l'idée d'imposition, il va être beaucoup plus réceptif à l'idée. C'est un petit peu comme l'idée d'augmentation du coût de l'électricité qu'on parle dans les derniers temps, dans les médias. Dans le dernier sondage léger qui est sorti comme au début de la semaine, il disait que, si je ne me trompe pas, c'était 83% des Québécois qui étaient contre l'augmentation de l'électricité, mais près de 50% étaient pour la modulation du taux. Donc, avoir un taux plus élevé en période de pointe et moins élevé ailleurs. Donc, dans les faits, si on est capable de réduire l'utilisation de l'électricité en période de pointe, on vient de régler une bonne partie du problème d'électricité, puis peut-être même de réduire la nécessité de construire d'autres barrages ou d'aller chercher des sources d'électricité qui ont plus d'émissions de carbone. Donc, je pense que là, encore là, on n'est pas dans l'obligation, mais dans une modulation entre ce que vous mentionnez là. Ouais. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste négatif d'imposer quelque chose. On peut aussi inciter les gens qui font des bons gestes à avoir des crédits ou choses. Tu sais, tu peux faire que ton lapin court après la carotte ou tu peux lui donner des tapes en arrière si tu veux qu'il avance. Tu choisis. Il y en a qui vont mieux aimer quand on leur tape, puis d'autres vont mieux aimer aller manger la carotte. Fait que faut jouer un peu avec les deux, je pense. Eh bien, merci encore à tous les quatre. On arrive à l'heure de fin de notre débat. Merci pour votre participation et merci pour vos questions.